Alors bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une énième rencontre Vlil et c'est la tradition, on reçoit régulièrement chaque année des auteurs québécois et québécoises et on en est ravi parce qu'ils apportent une touche si singulière et si différente à la littérature et à la littérature francophone. Alors on en a vu passer beaucoup des écrivains québécois et à chaque fois c'est une surprise et à chaque fois on est bouleversé par leurs propos et j'en suis persuadé ce soir ce sera aussi le cas avec Marianne Legault qu'on reçoit pour son roman Le Phénix aux éditions Québec-Amérique qui se sont expatriés, exportés depuis cette année en France et on en est ravi puisqu'on avait déjà reçu Jean-François Beauchemin pour Le Roi Telé qu'on avait évidemment beaucoup aimé, qu'on avait reçu après quelques mois. Tout ça pour vous dire que c'est une tradition pour ces rencontres-là et on est vraiment ravis de vous recevoir, Marianne, ce soir. J'aimerais qu'on commence par vous présenter parce que c'est votre deuxième roman. Le premier s'appelait Le Muséum. Et évidemment, il y a des ponts qui se créent entre ces deux romans, entre Le Phénix et Le Muséum, avec une spécialiste de l'histoire ancienne pour le Muséum, une enquête contre l'effacement de la civilisation, les troubles de la mémoire. Et on y retrouve donc certaines thématiques dans Le Phénix, même si les deux sont évidemment différents. J'aimerais savoir comment ces thématiques se retrouvent au cœur de votre œuvre. Euh, Vous voulez savoir les liens entre mes deux romans, par exemple? Oui, oui, et notamment l'évolution qu'il y a eu peut-être entre ces deux romans, puisqu'il y a quand même 6 ans qui séparent les deux. Quels sont les Oui, liens et votre parcours en tant qu'écrivain et en tant qu'autrice? d'accord. D'une part, une de mes grandes passions, moi, en tant qu'écrivaine, c'est la recherche. J'adore, je suis quelqu'un de très, très curieuse, donc j'aime beaucoup, beaucoup faire de la recherche. Puis des formations professionnelles, je suis d'abord et avant tout une rédactrice d'ouvrages de référence dans la vie. C'est mon travail. Puis j'écris des romans finalement dans mes temps libres. Donc, je trouve souvent qu'il y a il y a beaucoup, beaucoup de connexions qui se fait entre mon travail de rédactrice d'ouvrages de référence d'encyclopédie et mon travail comme écrivaine de fiction. Euh, il y a il y a des vases communicants. On le voit beaucoup dans le Phénix, mais on le voyait beaucoup aussi dans le muséum. Euh, puis, dans tous mes romans, ce que j'aime beaucoup travailler avec l'histoire et avec les époques. Puis souvent, je fais confondre aussi. J'aime quand les époques se confondent, quand les personnages se confondent, un peu comme un peu comme des poupées gigognes. Il y a un petit peu de confusion au niveau des époques, au niveau des personnages. Puis ça, on le voit dans tous mes romans parce que j'adore broder autour de ça, du voyage géographique, mais du voyage dans le temps aussi. Euh, Au niveau de l'évolution, le muséum, j'ai pris plaisir à garder mes lecteurs dans un grand flou. Il n'y avait aucune date, aucun nom propre, aucun nom de pays. C'était vraiment un voyage, mais où tout était brouillé. Euh, C'était un peu pour faire contrepoids à l'époque, en 2013, quand c'est sorti. Moi, j'essayais de faire contrepoids au fait que tout aujourd'hui, dans notre 21e siècle, est géolocalisé. C'est très, très facile finalement, aussitôt qu'on se pose une question, on trouve en 5 secondes grâce à Google. Donc, dans le muséum, il n'y a rien de tout ça. En fait, c'est impossible pour le lecteur de se géolocaliser. Donc, c'est un petit peu déstabilisant pour le lecteur. Puis c'est un jeu pour moi, c'est un jeu de faire contrepoids à notre 21e siècle. Puis, dans le Phoenix, c'est le contraire. Là, tout d'un coup, là, je fais le contraire. Tout est noté de façon méthodique, l'heure qu'il est, les pays, les époques, les noms. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de géolocalisation, mais encore une fois, tout est confondu. Donc, puis les personnages, le personnage principal qui est le Phénix, on a l'impression dès le départ qu'il semble avoir vécu à plusieurs époques simultanément.
Donc, je ne sais pas si ça répond un peu à votre question. Vous disiez qu'il y avait des vases communicants, des liens en effet avec les deux métiers. Est-ce qu'on est finalement meilleure autrice en ayant été éditrice? Mais c'est drôle parce que moi, où je travaille, la plupart des éditeurs sont aussi des auteurs. Donc, je pense que oui, parce que moi, en tant qu'éditrice, euh, comme je suis aussi autrice, ben, ça me permet vraiment de mieux comprendre les auteurs avec qui je travaille comme éditrice. C'est une force. Je pense qu'à mon avis, c'est une force d'être à la fois, de porter les deux chapeaux. C'est une belle, ça permet vraiment une meilleure relation. Puis d'ailleurs, plusieurs de mes auteurs me le disent franchement, que ça les rassure de savoir que je suis aussi autrice, que je porte les deux chapeaux. Autrice vis-à-vis de sa propre éditrice, comment on réagit, comment on interagit avec sa propre éditrice? Ah, ben en fait, je dis que je porte les deux chapeaux, mais quand je porte un chapeau, j'enlève l'autre complètement. Donc, moi, quand je reçois les recommandations de mon éditrice de façon très ouverte et spontanée. J'ai pas ce réflexe-là me, de vouloir me battre à tout prix sur. Je ne tiens pas mon os, autrement dit, absolument. Et je suis très, très ouverte à ces commentaires. Puis, j'ai jamais essayé de. Non, je sépare mes deux métiers assez bien, en fait. Je pense que ça, j'y arrive à le faire. Puis, ça va, j'ai pas de problème avec ça, autrement dit. De la genèse de votre idée. Euh, Est-ce que véritablement ça s'est déroulé comme ça? Est-ce que votre première idée a été en tant qu'auditrice sur un piano, dans un piano public du Vieux-Montréal? Est-ce que tout a commencé ainsi? Oui, ben en fait, il y a je pense que je peux dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont semé les idées du roman. Mais une des une des premières semences, si je peux dire, c'était vraiment à l'époque, au début des années 2000, dans les années 2000, où les pianos publics commençaient à se multiplier à Montréal. Puis, moi, je trouvais ça fascinant parce que dès le départ, j'adore l'art de rue. Je trouve que c'est absolument... c'est magnifique de la part d'un artiste de se livrer comme ça, complètement gracieusement, dans la rue, souvent sans prendre crédit, sans prendre, loin des projecteurs, loin des scènes, que ce soit au niveau même du graffiti, au niveau des murales, au niveau du piano public. Donc, souvent, il y a des véritables chefs-d'œuvre qui se font dans la rue. Puis c'est très éphémère, il y a pas il y a peu de traces de ça. Puis ça a été l'idée de départ. Je me suis dit, ça, c'est le germe de mon roman, se situe là. Je me suis dit, c'est très bien d'avoir vraiment un prodige anonyme qui apparaît à Montréal comme ça, puis qui est aussi halluciné que génial. Puis que finalement, les autres personnages qui gravitent autour, autant que le lecteur qui les livre, cherche à percer ses secrets au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire. Donc, que les petits secrets qui se dévoilent chapitre par chapitre sur l'histoire de cet individu-là. C'est le génie. Des réseaux sociaux, ce sont des moments qui sont la plupart du temps visionnés par beaucoup de monde et qui en font souvent des moments de grâce. Mais quand même, la plupart du temps, ceux qui y jouent savent très bien jouer quand même, mine de rien. Euh, alors, il y avait une question tout à l'heure d'Agnès qui me parlait du titre, parce qu'en effet, le titre a changé entre le Québec et la France. Ce n'est plus la traque du Phénix
qui était le titre au Québec, et c'est bien Le Phénix en France. Qu'est-ce qui a motivé justement ce changement de titre? Ben, on m'a dit en fait que la traque du Phénix pouvait laisser entendre plus un roman policier, ce qui est pas du tout le cas de mon roman, même s'il y a une sorte de suspense. Moi, j'appelle ça du soft suspense. C'est pas du tout on n'est pas du tout dans le roman policier, à mon avis. Puis pour pas. On avait peur, je pense, que ça l'induise en erreur au niveau du genre. Donc, c'est pour ça. Puis d'ailleurs, le Phoenix qui sort en même temps en Allemagne en ce moment, ils l'ont changé aussi le titre pour juste Der Phoenix. Donc, on dirait qu'en Europe, on préfère un peu plus se détacher du roman policier ou de la possibilité qu'on puisse, qu'on puisse confondre mon roman avec un roman policier. Oui, Oui. tout à fait, je suis d'accord. Euh, J'aimerais qu'on revienne sur ce vagabond, sur ce phénix, justement, qui est évidemment un personnage très particulier, très singulier. J'aimerais qu'on parle de lui, puisque tout démarre sur ce concerto de Rachmaninoff. D'où vient ce rôle de la musique aussi dans votre histoire, dans votre vie? Est-ce qu'il y a un lien particulier pour débuter un roman ainsi, de ce prodige donc qui se produit au début, à l'incipit de ce roman? Moi, en fait, j'aime autant le dire tout de suite. J'ai j'ai aucune des virtuosités que je décris dans mon roman. J'ai déjà fait un peu de musique dans ma vie, dans ma jeunesse, mais je suis loin d'être une virtuose, puis je suis loin d'être douée en musique. Mais j'ai toujours aimé la musique, j'ai toujours aimé l'art. Euh, Ça fait partie de ma vie d'ailleurs et j'essaie toujours puis c'était comme ça dans le muséum aussi, j'essaie toujours d'écrire en en intégrant de la musique, des arts dans l'histoire, mais aussi parce que j'aime écrire avec les sens. Donc, j'aime beaucoup écrire des romans où les sens du lecteur vont être très, très impliqués euh, dans la lecture. Puis, oui, j'ai mon amour de la musique qui fait en sorte qu'il y a un peu de musique dans chacun de mes romans. Il y en avait dans le premier, il y en a dans le Phénix et il va en avoir dans le troisième aussi que je suis en train d'écrire. Puis c'est parce que ça fait partie de ma vie. Donc j'aime quand j'aime quand le lecteur ou la lectrice peut vraiment entendre carrément la musique pendant qu'il ou elle lit le roman et quand tous ses sens sont impliqués. Mais j'aimerais que vous nous parliez de cet homme, de cette idée d'avoir mis en avant cet homme qui ne sait pas d'où il vient, il ne connaît pas son nom, il transforme petit à petit des choses, il transforme des choses en pouvoir quasi divin, pourrait-on dire. C'est énigmatique, pardon, bien sûr, sur tout le roman, mais comment on a envie de créer un personnage extrêmement taciturne, haut en couleur en même temps? Quelle est l'idée de base? Comment on crée un tel personnage? Parce que c'est véritablement un personnage extrêmement puissant, extrêmement fort, sans en dévoiler beaucoup de choses, puisque beaucoup ne l'ont pas encore lu, bien entendu, mais quand même, d'où vient cet homme? Ben, dès le départ, puis là, je pense pas que je vais divulgacher rien, mais dès le départ, on dit que cet homme-là vient de partout et de nulle part, puis ça va rester vrai tout le roman. Puis, dans le sens, je le dis, dès le départ, lui-même se dit, dès le départ, on le dit babylonien. Puis je dirais que ultimement, ça va rester sa nationalité, si je peux me permettre. Euh, c'est c'est un être babylonien. Puis c'est comme ça que l'homme se décrit.
quand il déparle, quand il est dans ses psychoses. Puis c'est comme ça aussi que les gens autour de lui le décrivent, puisqu'ils n'arrivent pas à mettre une identité sur cet homme-là. C'est comme ça que les gens ont tendance à l'identifier aussi. D'ailleurs, Sarah, dès le départ, le qualifie de comme s'il venait de Babylone. Je pense que c'est à la fin du premier chapitre, Sarah le dit, cet homme, c'est Babylone. Puis je pense que ça décrit ce personnage-là pour tout le roman. Savant babylonien tout au long du livre, avec ce parchemin brûlé. Cette idée-là d'interférer au cœur du roman, parce qu'évidemment, il y a plusieurs époques, il y a plusieurs lieux, c'est extrêmement dense, extrêmement recherché, fourni, et on parlera tout à l'heure de vos recherches en l'espèce, mais cette idée d'insérer aussi ces morceaux de journal, de ces morceaux de journaux de savants babyloniens, d'où vient cette idée, pourquoi vous vouliez les insérer au cœur du récit? Ben, je trouve ça intéressant parce que ces extraits-là du journal babylonien, c'est à peu près la seule façon qu'on a pour le lecteur d'entrer dans l'âme du phénix, de vraiment de toucher son être, sa personnalité réelle, parce que sinon, tel qu'on le voit quand il erre dans Montréal, ben, il est complètement, il a déjà son cerveau complètement disjoncté. Puis avec le journal babylonien, du savant babylonien, ben là, on a vraiment des morceaux de cet homme-là avant qu'il perde la carte finalement. Puis ça permet de retracer un peu aussi non seulement son histoire, mais sa personnalité. Pour moi, c'était la façon aussi de mettre de laisser des petits indices au lecteur sur vers où on s'en va, vers où veut aller ce roman-là, finalement. Fasciné par l'étranger, par la notion d'étranger. Vous affectionnez particulièrement l'inconnu, le mystérieux. On n'est pas loin du mystique, on n'est pas loin du réalisme magique non plus. Vous aimez jouer avec les zones d'ombre et vous laissez une place totale à l'imaginaire du lecteur. Est-ce que vous êtes véritablement fasciné aussi par cette notion d'étranger, d'extranéité? Oui, complètement. Complètement depuis ma tendre enfance. En fait, une de mes premières, j'ai souvenir moi-même d'une de mes premières amies enfants. Je devais avoir 5 ou 6 ans. C'était une Espagnole qui était atterrie, je pense, le temps d'un été à Rouyn-Noranda, d'où je viens, de l'Abitibi, dans le nord du Québec. Puis, elle ne parlait pas du tout français. Moi, je ne parlais pas espagnol, mais ça a été ma meilleure amie cet été-là. J'allais la voir tout le temps, puis on arrivait à communiquer. Pour moi, cet amour pour l'étranger, cette fascination pour l'étranger, je l'ai depuis toujours. Puis elle est très présente aussi dans le muséum, mon premier roman. Puis elle est au cœur finalement du deuxième roman, Le Phénix. Pour moi, ça fait partie aussi du mystère de découvrir, d'apprendre à comprendre l'étranger, entre guillemets, la personne qui est pas comme nous, qui est, qui est différente de nous. Mm. Et l'épigraphe en question parle de cela, où vous dédicacez ce roman à vos parents qui ont transmis à leurs enfants cet esprit de curiosité au sens noble du terme, qui n'écoute pas aux portes, mais qui les ouvre toutes grandes et pousse à l'exploration. Est-ce que vous pourriez nous parler de cette curiosité qui vous anime? Ouf, je pourrais en parler longtemps. Je suis tellement curieuse. Puis moi, la curiosité, c'est ce qui pousse mon travail d'écrivaine depuis toujours. Autant mon travail de rédactrice d'encyclopédie, d'ouvrages de référence que mes ouvrages de fiction. J'aime tellement voyager par les livres parce que moi, je considère que chaque livre est un voyage.
puis qui est poussé par ma curiosité. J'aime tellement voyager que je peux, par exemple, pour écrire un chapitre, par exemple, sur la Première Guerre mondiale, parce que j'ai quelques chapitres qui se passent dans les tranchées de Gallipoli, dans le Phoenix. Pour pouvoir écrire ça, il a fallu que je creuse longtemps, que je creuse longtemps, que j'aille voir chercher des documentaires sur la Première Guerre mondiale, la vie dans les tranchées. Je suis allée lire des fictions qui se passent pendant la Première Guerre mondiale. Je suis allée lire des ouvrages sur la bataille de Gallipoli. Puis tout ça, si je n'avais pas cette curiosité-là qui m'anime depuis toujours, je pense que la recherche qui a été nécessaire pour écrire ce roman-là, je n'aurais pas pu la faire sans cette curiosité-là qui m'habite depuis toujours. C'est nécessaire. Je peux creuser longtemps sur un sujet jusqu'à... Pour trouver mon os, comme on dit, je peux creuser longtemps. Puis, ça fait partie des plaisirs. Pour moi, ça fait partie des plaisirs de la vie. Je voyage beaucoup. Quand je voyage, un de mes grands plaisirs, c'est de faire la recherche avant. Je suis aussi curieuse de lire des livres sur le pays que je vais aller visiter que de visiter le pays en tant que tel. Donc, tout ça, c'est poussé par ma curiosité. Donc, oui, on peut dire qu'à la base, c'est la curiosité qui me pousse à écrire mes romans, puis à faire mon travail aussi d'éditrice d'ouvrages de référence, mon travail de rédactrice aussi d'ouvrages de référence. Tout ça, je ne pourrais pas le faire sans cette curiosité-là. Du roman. Et alors, j'aimerais que vous nous en parliez justement, puisque il y a une grande partie du roman qui se passe à Montréal, qui n'est pas votre ville de naissance, mais votre ville d'adoption. Justement, comment vous avez organisé ce roman-là par rapport aux différents lieux et par rapport à ce lieu qui est derrière vous, ce silo numéro 5? Oui. Ben, en fait, c'est drôle parce que j'ai longtemps travaillé devant ce silo-là pendant au moins une bonne quinzaine d'années. J'ai travaillé devant le silo numéro 5 qui est dans le Vieux-Montréal. Pour ceux qui connaissent un petit peu Montréal, c'est le tout début du canal de la Chine. Donc, à la jonction du canal de la Chine et du fleuve Saint-Laurent dans le Vieux-Montréal, dans le Vieux-Port de Montréal. Puis, avant même d'avoir l'idée du Phénix, j'aimais beaucoup, beaucoup cet endroit-là que vous voyez derrière moi. Et c'est aussi l'endroit où le Phénix et Sarah se rencontrent pour la première fois. Ils ont leur première conversation à la Pointe du Moulin. On l'appelle la Pointe du Moulin. Puis j'y suis allée très souvent parce que je travaillais devant pendant une quinzaine d'années. J'allais pique-niquer là. C'est un petit peu j'aime cet endroit-là parce que c'est le mélange du côté industriel de Montréal et du côté très vert, aussi verdoyant. C'est un site qui a été abandonné, ça fait assez longtemps. Puis la nature a repris ses droits autour du silo numéro 5. C'est assez verdoyant. C'est fascinant, en fait, de voir à quel point la nature reprend vite ses droits quand quelque chose est abandonné par les humains. Puis c'est un beau lieu à visiter. Puis ça fait effectivement partie de mon roman parce que le Phénix, c'est le Phénix, il a fait quelques-unes de ses œuvres tout en haut de cet immeuble-là abandonné, de ce silo numéro 5. Et c'est également là, à la pointe, dont on ne voit pas, mais qu'il y a une sculpture. Puis c'est là que le Phénix et Sarah se rencontrent. Beaucoup de lieux qui s'agrègent au roman. Comment vous avez fait ce choix-là de différentes époques et de différents lieux? Parce que l'histoire est vaste finalement et vous avez fait des choix particuliers. Est-ce que c'est la recherche sur les sujets qui ont démarré votre écriture sur les lieux ou au contraire c'est l'inverse? Vous aviez déjà l'idée des lieux et ensuite vous avez écrit? Non, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de lieux qui se sont ajoutés au fur et à mesure que j'écrivais le roman, que le roman se construisait. C'est drôle parce que
la façon dont je travaille mes romans, je fais souvent un plan de départ, puis après ça, un peu comme une maison où on fait la charpente, puis après ça, on commence à construire, puis à remplir les pièces. Puis, donc, moi, il y a beaucoup, beaucoup de lieux qui se sont greffés au roman plus tard. Mais dès le départ, je savais que j'avais envie de faire quelque chose avec la Première Guerre mondiale. J'avais envie que mon phénix anonyme ait vécu un traumatisme de guerre, mais que ce soit à peu près impossible. Tu sais, dès le départ, au début du roman, tu apprends le phénix a l'air traumatisé par une guerre qu'il ne peut pas avoir vraisemblablement vécue, qui est la Première Guerre mondiale. Donc, je savais dès le départ que je voulais avoir des chapitres où on s'immerge dans la guerre, dans une guerre de tranchées. Puis, je voulais vraiment... j'ai choisi la bataille de Gallipoli parce que c'était un endroit où il y avait particulièrement beaucoup de nationalités impliquées. Donc, dans un esprit toujours babylonien, je voulais que ce soit difficile puis jusqu'au bout du roman, je voulais que ce soit difficile de déterminer c'est quoi la nationalité du phénix. Il faut vraiment aller jusqu'au bout du roman, lire tout le roman pour finalement comprendre d'où il vient et qui il est. Mais dans mon roman, j'essaie toujours dans chaque chapitre où on revient dans le temps, d'être dans des endroits où il y a beaucoup, beaucoup de gens de toutes les nationalités, justement pour maintenir ce suspense-là sur d'où vient le phénix. Les deux héroïnes du roman, Sarah et Régine. L'une est travailleuse sociale et l'autre est neuropsychologue. C'est une amitié savoureuse qui fait office de toile de fond, de fil rouge, conducteur peut-être du roman. Une amitié qui est un peu savoureuse aussi, notamment dans les dialogues. Il y a quand même des dialogues qui sont plutôt très, très savoureux, notamment dans leur manière de se comporter l'une avec l'autre. Au final, tout les oppose et elles sont liées par cette amitié du passé, cette amitié d'enfance qui est indéfectible. Racontez-nous cette volonté d'avoir placé ces deux héroïnes. Dans Muséum, il n'y avait qu'une héroïne, il me semble. Dans celui-ci, il y en a deux. Est-ce que dans le prochain, il y en aura trois? Je ne sais pas. Mais en tout cas, racontez-nous cette amitié qui... c'est pas si simple d'évoquer une amitié aussi frappante, aussi savoureuse que cela. J'aimerais que vous nous parliez de ces deux femmes, de ces deux personnages. Mais dès le départ, j'avais envie que les deux femmes, on le voit bien dès le départ, ces deux antagonistes, puis elles sont très, très différentes l'une de l'autre, puis elles représentent, pour moi, pour l'écrivaine, elles représentent les deux façons de voir le phénix. L'une est complètement fascinée par le phénix jusqu'à l'aveuglement. Elle en tombe en amour. C'est d'une part, c'est que c'est une façon de voir le phénix qui est complètement lumineux. Puis l'autre façon de voir le phénix, ben, c'est Régine. Donc, il y a Sarah qui est complètement, qui est une grande naïveté, puis qui est fascinée par le phénix de façon de façon qui est presque, ouais, je peux, au risque de me répéter, de façon presque naïve. Puis Régine, c'est le contraire. C'est l'autre côté, l'autre façon de voir le phénix, c'est quelqu'un de suspect. Ça, c'est impossible d'avoir autant de virtuosité. Il y a quelque chose pour Régine et pour le lecteur. Dès le départ, il y a anguille sous roche. C'est impossible. Il y a quelque chose de louche, de suspect dans ce phénix-là. Puis, donc, pour moi, de placer ces deux personnages-là, ça représente les deux façons de voir le phénix, même pour le lecteur. Donc, c'est... Oui, puis pour moi, ça me permet aussi de... Parce que j'ai trois personnages principaux dans le phénix, puis mes deux personnages féminins sont aussi importants que
que le phénix dans l'histoire parce qu'elles elles font partie aussi de ma thématique de mon roman qui est l'obsession. J'ai ces mathématiques de fond. Dans tout le roman, tu as l'obsession du phénix. On la voit bien dans chaque chapitre. Puis tu as aussi l'obsession de ces deux femmes-là pour le phénix. Donc, tout ça, ça me permet de parler de l'obsession des humains en général. Donc, c'est un peu le miroir. Pour moi, le phénix et les trois personnages principaux sont un peu représentent l'obsession des humains en général pour la perfection, l'aller toujours plus haut, toujours plus loin, cette quête sans cesse d'aller toujours pousser plus loin à peu près tout ce qu'on fait, autant au niveau dans tous les domaines, en fait, artistique, scientifique et politique au niveau des technologies de la guerre et tout. Donc ça c'est en trame de fond de mon roman. Et qui seriez-vous, Marianne? Plutôt Sarah ou plutôt Régine? En fait, c'est drôle. Quand je dessinais, je pense que c'est souvent comme ça que les écrivains dessinent leurs personnages. On a souvent tendance à avoir une certaine part de nous-mêmes dans nos personnages. Puis moi, j'ai les défauts de mes personnages, puis aucune de leurs qualités. J'ai la grande naïveté de Sarah, c'est moi. Cette espèce d'entêtement de Régine, c'est moi aussi. Le côté à la fois très cérébral et perdu, complètement perdu du phénix, c'est moi aussi. Donc, ce que je considère les défauts de mes personnages, je les ai à fond. Donc, ça m'aide à dessiner mes personnages, d'avoir certains traits de leur personnalité. D'un roman qui était très dans la description, dans le détail constant, et c'est vrai, puisque il y a notamment certains passages sur le café, sur le rôle du café, qui sont évidemment très importants. Mais justement, pourquoi vous aviez voulu justement aller aussi loin dans le sens du détail? Parce que c'est pas forcément quelque chose qui se prête la plupart du temps au roman. Il se prête davantage peut-être à l'essai ou aux biographies, ou en tout cas à un domaine moins romanesque, moins littéraire. Là, pour le coup, alors évidemment, j'ai adoré ça. J'ai adoré qu'il y ait autant de descriptions, autant de choses aussi fouillées, de recherches, et sur tant de domaines différents. Mais cette volonté-là, est-ce que c'était aussi pour se mettre dans la tête du phénix, dans cette toute-puissance aussi, dans cette omnipotence, je ne sais pas, mais en tout cas dans le côté omniscient du narrateur? Est-ce que c'était aussi au niveau du rythme, au niveau de la description, c'était quelque chose de volontairement très détaillé? Oui, oui, pour pouvoir, justement pour faire contrepoids à mon premier roman, Le Muséum, où il n'y avait aucune description. C'était vraiment le grand brouillard. Il n'y avait aucune description détaillée de rien. Là, j'avais décidé d'aller vraiment vers son contraire, et aller pousser vers la description en détail. Puis le café, entre autres, pour moi, c'est pas un hasard parce que le café est très, très présent autant chez les scientifiques que chez les artistes. Puis ça fait partie de mon écriture sensorielle aussi. Le café, non seulement est important pour le cerveau, mais est important pour les sens. Puis ça allait de soi pour moi que le café fasse partie intégrante de mon roman parce qu'il fait partie intégrante de la vie de mes personnages et de la vie des scientifiques en général et des artistes en général. Pour moi, ça faisait partie de ça. Puis les descriptions très, très détaillées, ben oui, c'est un peu ça me permet de calquer un peu la façon dont le phénix réfléchit et fonctionne. Donc,
comme je fais un roman autour du phénix, ça m'apparaissait important d'aller insérer comme ça des heures précises une fois de temps en temps, au fil des pages, je rappelle l'heure qu'il est, je rappelle toutes sortes de détails comme ça qui peuvent paraître insignifiants au départ, mais qui font partie du phénix, qui font partie de ce qu'il est. Donc, pour moi, il faut que l'écriture, dans sa forme, emboîte finalement le fond, l'histoire. Mm. Peut-être de fragments, de puzzles, on a l'impression que votre écriture, et j'aimerais bien savoir justement les affres de votre écriture, puisqu'on a l'impression que tout va s'emboîter à un moment donné, parfois pas, parfois oui, mais en tout cas, on a l'impression que votre construction narrative, elle est véritablement sous forme de strates. Comment vous écrivez? Vous avez un plan, tout à l'heure, vous disiez que vous aviez un plan défini au début et qu'ensuite ça a évolué, mais comment on met autant de strates sans s'y perdre, puisqu'on ne se perd jamais dans ce roman? C'est ça qui est très fort aussi, c'est que tout s'emboîte parfaitement, en tout cas, même si euh, parfois ça ne s'emboîte pas volontairement. Mais en tout cas, j'aimerais que vous nous parliez de cette écriture, de ces couches différentes littéraires que vous mettez les unes à côté des autres ou les unes sur les autres. Euh, ça fait partie, je pense, du plaisir de la lecture. Ça fait partie moi, de ce genre de puzzle-là, ça fait partie des romans que j'aime lire dans la vie. J'aime lire des romans où il y a un puzzle, puis un des derniers romans que j'ai lu, que j'ai adoré, c'est le dernier livre de Letellier qui était L'Anomalie, où c'est un puzzle, là aussi, où on a un mystère au début, on se demande qu'est-ce qui se passe, puis au fil du roman, à mesure qu'on lit les chapitres, tranquillement, le puzzle se construit, puis on le sait. Puis je pense que c'est important en tant qu'auteur, autrice, c'est faut qu'on laisse des indices un peu partout, un peu comme le petit pousset qui laisse ses petites pierres. C'est important que le lecteur ne soit pas complètement perdu, qu'on laisse des indices pour que le lecteur, oui, il va finir par arriver à construire le puzzle. Donc, il y a je laisse des indices un peu partout à travers le roman, mais il faut que ça reste quand même, il faut qu'on ait le plaisir de tourner les pages, de dire qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va arriver, est-ce que je vais finir par comprendre vers où l'auteur, l'autrice nous amène. Donc, pour moi, ça, c'est une façon d'écrire qui permet de tenir le lecteur ou la lectrice en haleine. Je trouve ça le fun. Puis moi-même, j'aime cette sensation-là quand je lis le livre d'autres auteurs, d'autres autrices. J'aime être surprise par la finale. J'aime quand on m'offre un mystère comme un mystère à décortiquer à travers le roman. Donc ça fait partie de ce que j'aime. Donc j'aime le faire moi-même dans l'écriture. C'est l'obsession. La maladie, l'obsession, le côté sombre du génie, mais il y a aussi une autre partie du roman qui est quand même celle du lumineux, celle du génie en tant que tel. Notamment ce passage sur les recettes de cuisine, sur la grenade, que j'ai beaucoup aimé. Mais tout ça pour dire que vous avez aussi mis, est-ce que vous le considérez comme un roman noir, comme un roman sombre, au contraire, vous le voyez davantage comme un roman qui manie les deux facettes, comme les deux facettes des deux personnages principaux féminins. Est-ce que cette dualité-là, elle était pour vous essentielle? Oui, tout à fait, parce que c'est à l'image des humains en général aussi, cette intelligence-là qui fait que l'être humain fait des chefs-d'œuvre absolus. C'est incroyable. Mais en même temps, cette intelligence-là qui fait en sorte aussi qu'on est des êtres très, très sombres et très dangereux pour le monde et la Terre, la planète en général. Donc, cette dualité-là, j'avais envie de la porter dans une histoire, celle du phénix.
Dans le livre, vous citez par exemple, je vous cite, entre le génie et la folie, il n'y a qu'un pas. À quel moment l'éclair de génie devient éclair de folie? La frontière existe-t-elle? Il y a sans doute un fou dans chaque virtuose. Ça revient en effet à ce que vous dites. Mhm. Oui, c'est les deux côtés là, finalement, de la médaille humaine. Dans le roman, il y a aussi beaucoup d'heures, d'horaires, beaucoup de temporalité. Vous mettez en avant les horaires extrêmement précises qui rythment le récit, qui intronisent une sorte de temporalité quasiment à chaque page. Cette volonté-là, elle était aussi dans le sens du détail, où il y avait aussi quelque chose une sorte de mystère caché dans la narration, dans le fil conducteur que vous vouliez mettre en avant. C'est, en fait, c'est drôle que vous m'en parliez parce que ça fait partie, entre autres, cette temporalité-là fait partie des deux extraits que je vais lire aujourd'hui au lecteur. Puis les deux extraits se répondent et expliquent un peu le pourquoi de ces heures-là que j'insère dans le roman. Euh, c'est vraiment l'heure qui est très, très précise, qui est insérée un peu partout. Ça montre à quel point le phénix est obsédé par le temps. Puis, c'est toujours à l'image de mon personnage principal, finalement. Ou en tout cas, il s'interroge à chaque fois pour savoir quand est-ce qu'il disparaîtra. Mhm. Alors, c'est parfait pour la lecture d'un premier extrait, Marianne. Vous me tendez Oui, la c'est bon. perche. Je peux y aller. Donc, ici, on a l'extrait, c'est un segment de conversation entre Sarah, qui est la travailleuse de rue, et son amie Régine, neuropsychologue. Euh, donc, je commence l'extrait. Sarah mentionne que l'individu visite sporadiquement l'accueil. Il avale une maigre ration et repart, sans qu'on sache trop où il dort. Toujours, il se garde un bout de pain. On dit que c'est pour nourrir les pigeons. Il témoigne à ses oiseaux une véritable affection qu'il ne paraît pas éprouver pour le genre humain, car il est difficile de communiquer avec lui. Le gars n'est pas mutique, il est juste incapable d'une conversation sensée. Lorsqu'il s'adresse à un tel, c'est souvent pour demander l'heure. S'il vous plaît, quelle heure est-il? Comme dans la hantise permanente de rater quelque chose. Encore, si au moins il se souciait de la réponse. 13h37 ou 13h40, il s'en balance. L'heure donnée, il est déjà ailleurs. Il soliloque, débite des incohérences en citant de temps en temps les grands poètes. On soupçonne une schizophrénie ou une forme d'aphasie. Le bonhomme reste constamment sur le qui-vive, pris par moments de démangeaison, de tics. Il se gratte furieusement l'épiderme ou chasse des mouches invisibles en battant l'air de ses bras. Lorsqu'on le questionne, il n'est pas fichu de dire son nom, ni d'où il vient. Il ne fait que ressasser les mêmes vers ou quelques discours irrationnels, par exemple sur les horreurs qu'il aurait endurées pendant la Deuxième Guerre et même pendant la Première Guerre dans les tranchées de Gallipoli. L'affaire, souligne Sarah, c'est qu'un bon siècle nous sépare de cette guerre. Il semble réellement traumatisé parce qu'il dit avoir vécu, on croirait une bête traquée. L'homme sursaute chaque fois qu'une porte claque ou au moindre martèlement de bottes. Il en tremble de la tête aux pieds. À l'entendre, il a souffert sur plusieurs fronts, toute époque confondue. On va faire une photo de groupe. Voilà, avant que je n'oublie, puisque j'ai tendance à l'oublier parfois. 3, 2, 1. C'est bon, parfait. Marianne, le roman est aussi traversé par de nombreux auteurs. C'est le moins qu'on puisse dire. Il y a quand même beaucoup d'auteurs. On passe de Goethe à Oscar Wilde, à Baudelaire et tant d'autres références. J'aimerais que vous nous parliez de cette volonté d'inscrire dans ce roman-là aussi tant d'écrivains, parce qu'il y en a véritablement beaucoup, ici ou là, peu importe leurs propos, mais en tout cas, ils interviennent constamment comme des sortes de fantômes, d'apparitions. C'est intéressant de voir que vous les avez convoqués et j'aimerais savoir s'ils font partie aussi de votre panthéon littéraire ou au contraire, ils n'étaient là que pour servir le propos.
Ça dépend lesquels, en fait. Ça dépend lesquels. On parlera de Gabriel Roy juste après. Oui, oui, ben c'est ça. Donc, oui, j'ai de ces auteurs-là dans ma bibliothèque à la maison, mais pas tous. Puis, oui, j'ai quand même brodé un peu plus large pour pouvoir servir le propos du roman. Surtout qu'on se rend compte vite, en mesure qu'on avance dans le récit, qu'il est particulièrement obsédé par les auteurs du 19e siècle, le Phénix. Donc, j'ai dû pousser beaucoup ma recherche sur les auteurs les grands auteurs du 19e siècle et l'obsession du Phénix, finalement. Donc, ça fait partie de l'intrigue du livre. Ces auteurs-là font partie de l'intrigue du livre, parce qu'ils font partie de l'obsession du Phénix. Donc, oui, c'est des fantômes. On peut dire que c'est des fantômes. Comme le Phénix lui-même est un peu un fantôme dans la façon dont on le voit, qui traverse les époques. Régine et son beau-père sur Gabriel Roy pour son roman Bonheur d'occasion. Est-ce qu'il y a un contentieux par rapport à cela? J'imagine que oui. Un contentieux peut-être familial, ancré, je ne sais pas, mais on sent qu'il y a quand même beaucoup de vécu dans cette, ou en tout cas je sais pas, dans cette scène qui est quand même très savoureuse. J'aimerais que vous nous en parliez. Peut-être on peut la dévoiler sans souci puisqu'elle ne divulgue rien. Mais racontez-nous cette histoire-là que je ne connais pas, ce roman-là que je ne connais pas. Peut-être nous en dire davantage sur cette scène-là. Oui, ben, en fait, c'est que c'est drôle parce que la plupart des Québécois, ça fait partie des livres à lire de façon obligatoire quand on est adolescent, parce que c'est considéré comme un chef-d'œuvre de la littérature canadienne. Donc, la plupart des petits Québécois doivent lire. C'est un roman obligatoire dans le cursus au Québec. Donc, c'est assez drôle parce que là, comme mes deux personnages principaux féminins viennent de Saint-Henri, qui est aussi le décor du livre Bonheur d'occasion. C'est un quartier ouvrier très, très pauvre de Montréal, donc qui sert à la fois de décor pour mon roman au niveau le long du canal de la Chine, mais aussi au niveau de l'enfance, en ce qui concerne l'enfance de mes deux personnages féminins. Puis le roman de Gabriel Roy, c'est très pénible à lire pour des adolescents, ça je peux vous le dire. C'est très sombre, ça parle de la pauvreté des quartiers ouvriers. Puis c'est très sombre. Puis c'est pour Régine qui a eu une enfance très, très pauvre, puis qui s'en est sortie, qui refuse complètement qui refuse complètement cette pauvreté-là pour elle, ça a été une torture de lire ça. Puis je peux comprendre, quoique moi, je viens de l'Abitibi, je ne viens pas de Saint-Henri, je peux comprendre à quel point ça devait être une torture pour les jeunes adolescents pauvres de Saint-Henri d'avoir à se taper ce roman-là en lecture obligatoire à l'école, où c'est leur propre milieu de vie qui est dépeint de façon très, très, très sombre, très, très pessimiste aussi. Donc, j'ai eu envie de dessiner une scène cocasse par rapport à ça, parce que c'est vraiment ce que tous les Québécois vivent, en fait, de cette lecture obligatoire-là. Moi-même, j'ai eu à le lire, même si je n'étais pas dans le quartier pauvre de Montréal à cette époque-là. Les lectures obligatoires sont indigestes pour le jeune public. J'aimerais que vous nous parliez de cette couverture qui est magnifique, cette couverture d'Agnès Cécile, au titre si évocateur, parce que le titre est véritablement là, pour le coup, en lien avec le roman, ce qui est véritablement rarement le cas, où la plupart du temps, les éditeurs prennent des photos, ou en tout cas des photos qui se prêtent au thème, mais pas du tout au titre. Là, pour le coup,
C'est une œuvre, j'imagine, c'est un tableau peut-être ou une illustration, je ne sais pas, mais dites-nous en plus sur cette couverture-là. J'imagine que vous êtes éditrice, donc vous avez eu sûrement votre mot à dire sur la couverture. Racontez-nous cette histoire. En fait, l'artiste qui est derrière, elle est italienne. C'est moi qui j'adore ce qu'elle fait. Je ne la connaissais pas du tout avant. C'est en faisant des recherches pour ma couverture que je suis tombée sur ses œuvres. J'ai jamais vu ses œuvres en vrai, en fait. Ce n'est qu'à l'écran. Puis quand je suis tombée sur ses œuvres, j'ai eu un coup de cœur subi. Je trouvais que ça se mariait bien avec le phénix, puis l'histoire du phénix, ce qu'elle faisait. Puis on lui a écrit à l'artiste pour lui demander. Puis elle nous a vendu cette œuvre-là pour le phénix, pour les besoins de la couverture. Donc, il a fallu écrire à l'artiste. J'ai pas pris ça sur une banque d'images Shutterstock, etc. C'est vraiment une œuvre dont j'ai eu un gros coup de cœur quand je suis tombée dessus en faisant des recherches Internet pour la couverture. Du rôle de la musique, je parlais tout à l'heure d'écriture sensorielle, et c'est vrai que tout le roman est ainsi. Est-ce que vous écrivez en musique? Est-ce que vous écrivez avec de l'art autour de vous? Est-ce que vous avez des tableaux d'art peut-être autour de vous? Est-ce que on vous prépare un bon repas également? Est-ce que finalement tous les arts culinaires les arts pardon, en général sont autour de vous quand vous écrivez? Est-ce que vous êtes totalement happé par la matière artistique pour écrire un tel roman? Ben, j'écoute souvent de la musique, mais pas toujours. En fait, c'est drôle parce que il m'arrive souvent d'écrire dehors, au son des oiseaux. Puis même dans les parcs, c'est rare que je me mets de la musique dans les oreilles quand je vais dans les parcs de toute façon ou dans la nature en général. Donc, ça arrive souvent où j'ai pour trame sonore seulement la nature quand j'écris, ou même le bruit d'un train. J'écris souvent dans les trains. C'est un des endroits où j'écris le mieux, en fait, dans un train qui est en marche. Les paysages qui défilent, c'est extrêmement inspirant pour moi. Je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est plus inspirant encore que d'être assis à mon ordinateur à la maison avec de la musique, par exemple. On dirait que j'ai besoin d'être ailleurs quand j'écris. Donc, pas dans mon environnement quotidien. Donc, ça arrive que j'ai de la musique quand je suis à la maison, que je travaille, mais c'est plutôt rare, en fait. J'écris le plus souvent dehors ou ailleurs, en train ou dans un carnet de notes. Mm. Parce que on a l'impression que vous êtes traversé par différents courants. On a du mal peut-être à... Moi, j'ai eu du mal à trouver vos influences littéraires. Peut-être que vous n'en avez aucune et que votre seule influence, c'est Marianne Legault. Mais vous avez quand même il y a quand même des petites pointes. Moi, j'ai beaucoup pensé à Boris Vian, étrangement. Je ne sais pas si ça peut être une référence, mais quelles sont vos influences, Marianne? Vous avez dit tout à l'heure, en effet, il y en a beaucoup dans le roman, mais ce ne sont pas toutes des références pour vous. Est-ce que vous avez des thématiques, des genres littéraires que vous appréciez particulièrement? Et est-ce que ça vous permet aussi d'augmenter votre écriture en la matière? Oui, j'ai des genres littéraires que j'affectionne particulièrement. J'aime les intrigues qui sont un peu... j'aime, j'aime le réalisme magique. Vous l'avez mentionné tout à l'heure. J'aime beaucoup Garcia Marquez. J'aime Boris Vian aussi. J'ai ses romans à la maison. J'aime euh, j'aime ces J'aime quand le surréel arrive par touche. Je ne suis pas je suis pas une grande fan de fantasy, en fait. J'en lis pas du tout. Mais j'aime quand il y a des petites touches de réalisme magique ou des petites touches de surréalisme dans un roman.
Puis, comme un peu des épices dans un plat, là, c'est vraiment, il faut savoir doser, je pense. Puis ça fait partie de ce que j'aime. J'aime beaucoup, beaucoup les... je ne sais pas si vous connaissez Murakami, l'auteur japonais. J'aime beaucoup son écriture, ça fait partie de mes auteurs préférés. Plus au Québec, j'aime beaucoup, beaucoup Dominique Fortier aussi. J'aime la façon dont elle écrit, j'aime cette façon dont elle a aussi de jouer avec les époques dans ses romans. Puis de jouer, elle a une plume, mais aussi elle a une écriture très, très poétique que j'aime. J'aime quand les auteurs j'aime quand la beauté d'un livre est autant dans la forme que dans le fond. Puis, chez les auteurs turcs, j'aime Orhan Pamuk beaucoup. Puis, Nancy Houston, du côté qui aime jouer aussi avec la confusion des époques, la confusion des personnages. Donc, oui, c'est bon. Mais poète de formation, alors que la poésie est très présente dans le roman. Est-ce qu'il y a aussi une appétence particulière pour ce genre littéraire-là? C'était là en réalité le sens de ma question initiale, sous-jacent, je dirais, parce que la poésie est clairement un personnage principal du roman. J'en lis pas beaucoup, mais j'en lis un peu. J'adore Joséphine Bacon. C'est une grande, grande poète au Québec. Mais j'en lis pas autant que je peux lire, par exemple, du roman. Mais j'en lis un peu de poésie, oui. Mais je peux pas dire que je suis très calée en poésie. Ça, ce serait mentir, je pense. Mais j'aime la poésie par bouchée. J'en lis de temps à autre. Alors, j'aimerais que vous nous parliez de vos écritures peut-être déjà existantes, en parallèle ou à venir. Est-ce que vous continuez d'écrire après la sortie du Phénix? Alors, est-ce qu'il va falloir attendre 6 ans pour avoir le prochain? Et concrètement aussi, sur quel domaine sur quel domaine vous allez aller? Parce que là, c'est vrai qu'on n'arrive pas à saisir véritablement qui est Marie-Anne Legault. Et peut-être que vous allez encore nous surprendre sur un troisième roman. Est-ce que ce sera un roman? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on sent que il y a tellement encore de choses que vous allez pouvoir nous délivrer que je suis très curieux de savoir, là pour le coup, la curiosité, moi aussi j'en ai. Je suis très curieux de savoir où vous allez nous emmener sur le prochain. Mais il est déjà en route, je peux vous le dire. D'ailleurs, je suis allée au printemps en Bavière pour débuter mon troisième roman. Euh, dans un, J'avais reçu une bourse d'écriture en résidence. Donc, il est commencé. Puis je peux vous dire aussi, sans rien divulgacher, que ça va être le troisième tome de ma trilogie babylonienne, que j'appelle ma trilogie babylonienne. Donc oui, il va y avoir encore de la confusion d'être dans le temps, dans les époques, dans les personnages. Ça fait partie de mes plaisirs. Mais on va être complètement ailleurs, ça aussi, je peux vous le dire. Ça ne sera pas encore... je ne vais pas me répéter au niveau de la thématique. Ça va être autre chose. On va être complètement ailleurs, mais ça va être encore dans un esprit babylonien. Ouais. Vous les mettez les trois ensemble volontairement. Oui, ben, les trois ensemble, on peut les lire indépendamment. Hein. C'est sans problème, mais moi, je l'appelle ma trilogie babylonienne, oui. Je les mets ensemble. Ok. Tout à l'heure, vous parliez du rôle de l'éditrice. Justement, j'aimerais savoir comment vous avez travaillé le sujet par rapport à votre travail entre éditrice et autrice. Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont évolué, qui ont divergé sur la narration, sur les personnages, peut-être un petit peu trop présents ou peu présents? Est-ce qu'il y a eu des évolutions au cœur du roman? Et est-ce que vous vous êtes aussi interrogé, posé des questions sur la meilleure façon d'aborder le roman
que ce soit par le temps, que ce soit par la narration ou par les personnages? Donc, vous voulez savoir en fait comment mon roman a évolué avec l'édition. Oui, En fait, il y a un chapitre qui a été ajouté. Je ne dirais pas lequel pour pas rien diffuser, mais ça a été mon éditrice m'a fait remarquer un détail à un moment donné important, puis j'ai carrément ajouté un chapitre complet à sa suggestion. Euh, Puis, oui, elle a eu un travail. En fait, l'éditeur est là, c'est parce que souvent, quand on écrit, on est trop proche. C'est le problème de l'écrivain. Quand on écrit, on est très, très, très proche de notre sujet, de notre histoire. On voit pas, on est tellement proche qu'on ne voit pas finalement parfois des trucs qui sont pourtant évidents, qui est difficile à comprendre pour le lecteur. Donc, d'où l'importance du travail de l'éditeur. Marie-Noël est à plusieurs endroits. Marie-Noël, c'est mon éditrice. À plusieurs endroits, me fait remarquer que ça, tu penses nous laisser un indice, mais non, parce qu'il nous manque il nous manque des morceaux. Puis là, c'est ça. L'idée, c'est d'ajouter des pièces à mon puzzle pour permettre de mieux comprendre l'histoire au fil des chapitres. Donc là, le travail de Marie-Noël est hyper important. Jusqu'à carrément, oui, gagnant, oui, jusqu'à carrément ajouter un chapitre complet. il y a une question dans le chat qui parle de la Bavière. Vous parliez justement de la Bavière. Pourquoi cette... Est-ce que vous étiez en vacances là-bas? Est-ce que c'est une région qui vous fascine particulièrement? Et pourquoi situer le troisième roman là-bas? Qu'est-ce qui vous lie à la Bavière? Ah, le roman, en fait, je l'ai commencé en Bavière, mais il se déroule pas en Bavière. Ah, d'accord. Puis, en fait, c'est une bourse qui est une bourse d'écriture qui était ouverte au moment où on était en pleine pandémie encore. C'est une des premières bourses euh, qui a été finalement disponible pour les écrivains québécois pour écrire à l'étranger. Donc, tout de suite, moi, j'ai sauté sur l'occasion, puis j'ai appliqué, j'ai fait une demande de bourse, puis je l'ai obtenue. Puis pour moi, comme je le disais un peu plus tôt, c'est vraiment pour moi, écrire ailleurs que chez moi, c'est un carburant. C'est extrêmement inspirant. C'est plus productif que d'être enfermé dans mon petit studio, dans mon bureau. Là. D'avoir eu cette bourse-là pour aller commencer mon troisième roman en Bavière, ça a été très fructueux au niveau de l'écriture. Vraiment. Des collégiens québécois, puisque vous militez pour éviter Gabriel Roy aux adolescents. Est-ce qu'il y a une possibilité que vous participiez à ce prix-là? Est-ce que vous allez aussi dans des classes pour expliquer votre travail, pour faire lire ce livre-là à des collégiens ou des lycéens? Est-ce que cela arrive? Non, ben, pas au Québec. C'est drôle, la seule fois où je l'ai fait, c'est en Bavière, justement. J'ai j'ai eu une invitation dans une université pas très loin de Schwandorf où j'étais, donc à Regensburg, à Ratisbonne. À l'université de Ratisbonne, il y a une enseignante qui enseignait la littérature québécoise qui m'a invité à faire une lecture dans son cours puis de parler justement du passage de Gabriel Roy puis de faire des liens. D'ailleurs, ça me fait rire beaucoup les étudiants que le passage de la lecture obligatoire de Gabriel Roy, puis je me suis fait demander en Allemagne, en Bavière, si moi, adolescente, j'ai eu à lire Gabriel Roy de façon obligatoire. Cela dit, j'avais pas détesté du tout quand je l'ai lu adolescente. Puis je militerais pas pour qu'on l'enlève du cursus du tout, du tout. C'était vraiment, ça fait vraiment partie du personnage de Régine qui est parce qu'elle est particulièrement détestable, que ça fait partie de sa personnalité de vouloir détester ce roman-là de Gabriel Roy, mais ça ne fait pas partie de ma personnalité à moi.
Donc, c'est un roman que j'aime beaucoup d'ailleurs, si je peux me permettre. Puis, mais j'ai pas eu encore, je suis allée dans les clubs de lecture au Québec, mais je ne suis pas allée en classe. Je n'ai pas eu cette invitation-là encore. Si j'avais l'invitation demain matin, j'irais, c'est ça. J'aime parler aux jeunes, puis j'aime transmettre, cet amour-là que j'ai de la littérature aussi. Et il y a une autre roi, et en l'occurrence Cynthia, elle qui est votre cousine et qui est neuropsychologue et qui vous a. Est-ce que c'est elle qui vous a donné envie de créer un personnage au même métier? Est-ce qu'au contraire, le personnage était déjà ficelé et vous avez justement demandé autant d'informations? Elle vous a évidemment beaucoup aidé, j'imagine, sur son rôle et son métier, mais vous la remerciez en fin d'ouvrage, donc je pense que c'est important aussi peut-être d'en parler, puisqu'elle a le même métier que le personnage, un des personnages principaux, donc je pense que ça a le mérite d'exister aussi. Oui, en fait, Cynthia, elle a lu mon roman avant même que je le fasse lire à mon éditrice. Donc, parce que pour moi, c'était important qu'elle puisse justement relever les détails qui ne sont pas réalistes au niveau notamment au niveau des appareils qu'on utilise que les neuropsychologues utilisent pour faire de la recherche sur le cerveau. Donc, Cynthia a été une personne clé dans mon entourage pour pouvoir relever les détails irréalistes. Mais elle n'était pas là dès le départ. D'ailleurs, je n'ai pas jamais consulté un cours d'écriture de roman. C'est vraiment une fois que j'ai terminé mon roman, que je lui ai fait lire, puis je lui ai vraiment spécifiquement demandé, dis-moi ce qui n'est pas réaliste dans tout ce qui touche le travail de Régine, puis le travail entourant tout ce qui est machine qui permet d'étudier le cerveau, autrement dit. Donc, elle m'a fait corriger certains détails dans mon roman. Puis elle aussi, un peu comme Marie-Noël, mon éditrice, m'ont fait faire quand même de judicieux changements. Mais Cynthia est arrivée après et non dès le début, si c'est pour répondre à votre question. Moi, dès le départ, mon inspiration, je pense que c'était ma propre obsession pour le cerveau humain. Puis j'ai toujours aimé. La question du cerveau humain, c'est quelque chose qui me fascine depuis toujours. Puis c'est quelque chose qui est présent dans le Muséum aussi, mon premier roman. Donc, ça fait partie de moi. Ce n'est pas nécessairement une inspiration qui vient de l'extérieur. Mais Cynthia a été vraiment essentielle sur plusieurs points dans mon roman, dont une machine que je décrivais très, très mal au début. Elle me dit, ta machine, dans dans le chapitre qui est pratiquement au début du livre où Régine teste, en fait, fait une imagerie cérébrale d'une personne qui est démente en lui faisant écouter de la musique. Moi, au début, j'avais fait mettre un casque cérébral à cette personne démente-là. C'est comme on voit souvent à la télévision, les casques avec les, les fils et tout, mais elle disait non, c'est pas comme ça n'existe pas, ce truc-là. C'est vraiment, faut rentrer dans un espèce de tunnel, faut pas que la personne bouge pour pouvoir avoir finalement une imagerie cérébrale en temps réel. C'est elle qui m'a dit, ben, il va falloir que tu réécrives ce passage-là parce que ça, c'est pas réaliste du tout. Donc, j'ai fallu que je réécrive. Donc, merci, Cynthia. Au Centre culturel canadien le 16 octobre, je crois. Oui. Est-ce que vous avez d'autres rencontres prévues aussi à Paris ou aux alentours? Ben, je vais peut-être faire une petite tournée de librairie. J'arrive en fait le 13 octobre à Paris. J'y reste à peu près 4 jours. Puis, une des choses que j'aimerais faire, c'est une petite tournée des librairies avant d'aller au Centre culturel canadien.
Puis après ça, tout de suite, le lendemain de la rencontre au Centre culturel canadien, ben, là, je quitte vers l'Allemagne. Donc là, je vais faire plus une petite tournée en Allemagne puis en Suisse pour la version allemande d'Air Phoenix. La France, donc je pense que non. Je pense que vous allez rester plutôt autour de Paris pour ensuite repartir vers l'Allemagne, surtout en 4 jours, qu'il y a peu de chance. Malheureusement, c'est vrai que les auteurs québécois ne restent pas souvent très longtemps en France et donc on n'a pas forcément la chance de les rencontrer partout en France. Mais il va falloir vous déplacer à Paris, au Centre culturel canadien qui fait toujours de très très belles rencontres. Et pour ceux qui ont la chance d'y aller, on vous encourage évidemment à foncer voir Marianne Legault en vrai après cette rencontre en visio où on a déjà vu pas mal de choses, bien entendu, mais là, elle sera en chair et en os. Marianne, alors je ne sais pas si quelqu'un d'autre a une autre question, mais c'est le moment. Sinon, on va vous remercier, Marianne. Merci infiniment pour cette rencontre, pour ces mots sur ce phénix, que évidemment, j'espère que beaucoup vont le lire et vont le découvrir pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, parce que clairement, il sort aussi des sentiers battus de cette rentrée littéraire qui est souvent fait du même bois. Et là, pour le coup, vous allez être forcément surpris. Et évidemment, on va finir par une deuxième lecture, Martine. Oui, j'ai failli oublier, mais heureusement, les lectrices sont là. Marianne, c'est à vous pour finir cette rencontre avec ce deuxième extrait. Donc, qui répond au premier, je vais Exactement. répéter. Donc, extrait 2, page 45, Péninsule de Gallipoli, juin 1915. À la jonction de l'Europe et de l'Asie se trouve une presqu'île, naguère bucolique, transformée en champ de bataille exigu. Un bout de terre en forme de sabre ébréché, qui ne fait pas 50 km de long, à peine 5 km de large, meurtri, labouré de tranchées et de trous d'obus. S'y entassent des dizaines de milliers de soldats en provenance des 5 continents. Chaque impact provoque un séisme, le sol tremble, comme tremblent de terreur les fantassins de toute origine. Du fond de leurs tranchées, ils observent d'un œil hagard le terrain se déchiqueter autour d'eux, adressant aux cieux le même vœu, la même prière, que cesse cette pluie d'abat, que par la grâce de Dieu, d'Allah ou de Vishnu, cette heure, cette minute, cette seconde ne soit pas la dernière. Il y a en première ligne un jeune conscrit à l'esprit vif, beaucoup plus vif que la moyenne. Il compte les obus, évalue les trajectoires balistiques et ses propres chances de survie. Celui-là tombe un peu derrière, celui-là un peu devant. Quelle heure est-il? Combien d'obus à l'heure, à la minute, à la seconde, sur cette langue de terre devenue langue de boue? Il fait mentalement le compte. Au moins 5. Et si 5 ou 6 obus par seconde déchirent l'obscurité, défoncent le sol déjà en charpie, ça en fait 300 ou 350 qui, chaque minute, peuvent vous exploser la poire. Il calcule encore, près de 20 000 obus à l'heure, au minimum 100 000 pour cette seule nuit, cette seule crête. Et depuis le début de cette bataille, combien? En raboutant tous les enfers de tous les fronts, de la Belgique à la Mésopotamie, combien de marmites les troupes doivent-elles se farcir? Est-ce mathématiquement possible d'en réchapper? Quelle heure est-il? Est-ce ici mon heure? On vous souhaite le meilleur et une belle tournée, évidemment, à venir, à la rencontre des lecteurs français qui, j'en suis sûr, vont tomber amoureux de votre plume et de ce que vous allez en dire. Merci infiniment à tous. C'est moi qui vous remercie. Au revoir, Marianne. Et à bientôt pour la trilogie, donc pour le troisième. Oui, à bientôt. Au revoir tout le monde. Bonne soirée à tous.